Ça contraste quelque peu avec mon ancien établissement, le lycée Henri IV, qui en l'occurrence était très éloigné de ce type de dérive. Effectivement, Oh, ça contraste avec mon ancien établissement Henri IV, qui était très éloigné de ce type de dérive. Eh ben moi frérot, moi j'avais fait quelques années à l'université de Perpignan. Eh ben figure-toi qu'à Perpignan, non seulement les fenêtres elles ferment pas, en plus les murs sont pétés, donc quand c'est l'hiver, le vent passe et il fait froid. Et sur les murs de Sciences Po, sur les murs de l'université, il y a des bits qui sont tagués. Voilà, il y a des symboles phalliques partout, il y a des grosses couilles, et dans les chiottes il y a écrit Magali a sucé je sais pas quoi. Donc ça va. Calmer, arrêtez de faire les fragiles, ouais, il y a une vulve, ok, c'est bon, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Jusqu'où va le wokisme à Sciences Po? Témoignage de Pablo Ladame. Pablo Ladame, c'est lui, avec sa tête de chou-fleur. Jusqu'où va le wokisme à Sciences Po? C'est une très bonne question. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important. Est-ce qu'on va parler de la précarité étudiante? Non, je crois pas. De toute façon, à Sciences Po, bon, qu'on soit bien d'accord. Est-ce qu'on va parler du problème des financements de la recherche dans l'université? Non, je pense pas non plus. Est-ce qu'on va parler des violences policières envers les manifestants pro-palestiniens à Sciences Po? Bah, je crois pas non plus, voilà. Donc ma take, ça va être full panique morale parce qu'on est sur Le Figaro avec un chou-fleur et le gars là, et le gars. Allez, c'est parti. Accrochez-vous. La terreur militante règnera-t-elle à Sciences Po? Bonjour Pablo Ladame. bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes étudiant justement à Sciences Po, auteur de ce livre qu'on va montrer à l'écran, ça s'appelle La terreur violette. Comment ils ont détruit Sciences Po. J'ai découvert à Sciences Po l'influence grandissante et dangereuse des cercles militants dont la radicalité et l'intransigeance n'ont pas tardé à instaurer un climat de terreur dans la communauté étudiante. Terreur violette, c'est paru aux éditions de l'Observatoire. Alors, ce livre, c'est votre témoignage en quelque sorte. Vous racontez votre arrivée sur l'un des campus de Sciences Po. Alors, votre livre s'ouvre avec ça. Vous racontez votre arrivée et quand vous arrivez, vous vous trouvez face à une vulve géante. Exactement. Un peu étrange comme accueil. C'est très étrange, c'est particulier, effectivement. Alors, qu'on soit clair, je connais pas Sciences Po, j'ai jamais foutu les pieds, donc je sais pas qu'est-ce que c'est que cette histoire de vulve géante. Voilà, je suppose qu'il y a un collectif d'art plastique là qui ont fait une espèce de vulve du cul et qu'ils ont foutu ça à Sciences Po. Bon, voilà, très bien. C'est peut-être très très moche. Voilà, bon, je sais pas. Ça contraste quelque peu avec mon ancien établissement, le lycée Henri IV, qui en l'occurrence était très éloigné de ce type de dérive. Effectivement, Oh, ça contraste avec mon ancien établissement Henri IV, qui était très éloigné de ce type de dérive. Eh ben moi frérot, moi j'avais fait quelques années à l'université de Perpignan. Eh ben figure-toi qu'à Perpignan, non seulement les fenêtres elles ferment pas, en plus les murs sont pétés, donc quand c'est l'hiver, le vent passe et il fait froid. Et sur les murs de Sciences Po, sur les murs de l'université, il y a des bits qui sont tagués. Voilà, il y a des symboles phalliques partout, il y a des grosses couilles, et dans les chiottes il y a écrit Magali a sucé je sais pas quoi. Donc ça va. Se calmer, arrêtez de faire les fragiles, ouais, il y a une vulve, ok, c'est bon, on s'en fout, on s'en bat les couilles. on entre à Sciences Po et on est accueilli par une vulve géante qui est disposée ici par des associations néo-féministes, avec évidemment la bénédiction de l'administration. Et puis si vous poursuivez votre chemin, vous tomberez nez à nez avec des affiches extrêmement anxiogènes du type paradis des violeurs, Sciences Sport, violeurs, on te voit. Eh ben, il a dû s'en passer des dingueries dans cet établissement, hein. Voilà, je veux pas dire, mais je pense qu'il y a des trucs qui sont pas clairs. Voilà, je pense qu'il y a eu 2-3 cas avérés de trucs pas cool. Oui, je comprends que ça puisse être anxiogène si, pour les violeurs et pour les agresseurs sexuels, effectivement, ça doit être anxiogène. Ouais, je peux l'entendre, Ça met dans l'ambiance en quelque sorte. Ça met dans l'ambiance. Une année. Le degré d'analyse, ça met dans l'ambiance. Trop drôle. Oh, il y a des tags qui dénoncent la violence sexuelle à Sciences Po. Ça met dans l'ambiance. Alors, vous parlez dans votre livre, allons droit au sujet, votre livre s'appelle La terreur violette. Parlons de ce fameux pôle violet qui donne le titre à votre livre. Ce groupe, c'est quoi? Qui fait partie de ce fameux groupe violet, de ce pôle violet, pardon? Alors, ce sont des militantes qui se sont réunies dans un groupuscule, une association autoconstituée, et qui se sont donné pour objectif qui est tout à fait noble, de lutter contre les violences sexuelles dans l'IEP de Paris, et en particulier sur le campus de Poitiers, dans lequel j'ai passé 2 ans.
Et alors, leurs méthodes sont d'une certaine radicalité, c'est-à-dire qu'elles sont présentes à toutes les soirées avec un brassard jaune, elles scrutent les faits et gestes des étudiants Ah bah ouais, il a dû s'en passer les trucs. Ça, c'est sûr. Pour arriver avec un collectif féministe qui prend un bracelet et vient scruter ce qui se passe, c'est qu'il a dû s'en passer des dingueries. Ah putain. masculin en particulier, qui représente 20% de la communauté étudiante. Oui, et qui représente certainement 95% des agressions sexuelles. Voilà, voilà, faut le dire, oui, effectivement, oui. Étudiants qui, bien souvent, désertent finalement ces espaces festifs de peur d'être accusés. Si vous entendez un ronflement, c'est mon chien. Il est écroulé sur le lit et il ronfle. Sur un malentendu ou sur une malveillance de la part de ces militantes, d'agression sexuelle quelconque. Moi, je prends notamment mon exemple. Putain, on dirait pas un mélange entre Cyril Hanouna et Philippe Etchebest. Cyril Etchebest, j'aime bien. Cyril Etchebest. Vous avez été en 2003, pardon, je vous coupe, mais vous vous êtes retrouvé ciblé par ce groupe militant. Alors à la suite... Tiens donc, qui aurait pu prédire ? Ça paraît un peu improbable, mais à la suite d'un concours d'éloquence, d'un texte d'ailleurs que vous mettez à la dernière page de votre livre, à ce propos, vous dites son mauvais jeu de mots, c'est un cas d'école en fait. C'est un cas d'école, exactement, parce que c'est représentatif de ce qu'est la cancel culture, cette volonté d'imposer doxa idéologique qui confisque finalement la culture, la littérature. Alors je vais te montrer qui confisque la culture et la littérature, parce qu'en fait moi je veux des noms, je veux des exemples, je veux savoir qui confisque quoi à Sciences Po en fait, parce que sinon dans la réalité on a la cancel culture de Donald Trump là, voilà, qui fait des purges, qui fait des purges des documents et des études dans les sites gouvernementaux, qui renvoie des mecs, même des mecs médaillés militaires parce qu'ils sont noirs. Là récemment, il nous a mis une interdiction. Il veut regarder dans nos entreprises si dans nos entreprises il y a des politiques de diversité et d'inclusion, et s'il y en a, eh ben, il veut pas faire affaire avec nos entreprises. Je crois qu'il y a 10 000 bouquins qui ont été interdits sous l'administration Trump, donc des bouquins où c'est des meufs avec des taches de rousseur là, et en fait à la fin elle apprend à accepter ces taches de rousseur. Et bon, bah ça apparemment c'est trop woke. Voilà, 10 000 bouquins censurés, voilà. Donc là, oui, là on peut parler de cancel culture. Et là, très récemment, dans les musées, il est en train de revisiter les musées et de censurer des pièces de musée qu'il estime non conformes. Voilà, donc ça effectivement, c'est de la cancel culture. Là, on peut parler de cancel culture. Mais juste que t'aies écrit un poème minable et qu'en fait on te dise que c'est de la merde, ce n'est pas de la cancel culture. Ou alors, tu me donnes des exemples concrets de ce qu'il y a d'interdit, des bouquins et de la culture qui seraient interdits à Sciences Po. Moi, ça m'intéresse. Et en l'occurrence, j'avais donné... Il y avait quoi dans ce texte, alors, dans ce discours, dans ce concours j'ai fourni un d'éloquence discours qui, peut-être cela va vous surprendre, mais qui se voulait profondément féministe, donc c'est-à-dire... Je suis pas surpris du tout. Qui se voulait féministe, je suis pas surpris du tout. Ça aurait été un truc nul, essentialiste, en mode petite femme fragile, peux-tu laisser tomber tes épines que je puisse te caresser, la beauté de la nature féminine, un truc comme ça. Que je comparais de manière assez métaphorique, de manière assez poétique, la femme et la nature. Je suis médium, guérisseur et magnétiseur. Voilà, j'en suis à ma 40e réincarnation. Parce que je suis médium, guérisseur et magnétiseur. En expliquant comment une certaine élite masculine pouvait... Il parle de lui, une certaine élite masculine, il parle complètement de lui, c'est une biographie en fait. Par des mécanismes de prédation, corrompre et pervertir les femmes comme la nature. Et je finis ce discours justement par cette phrase : l'homme sans foi ni loi, sans pitié ni vergogne, broie de sa patte grossière ce qu'il croit qu'on lui donne. Donc, putain, le gars il se prend pour Marcel Proust. Fatigue. Ça me fatigue. C'était évidemment féministe. Sauf qu'il n'a pas été tout à fait perçu comme tel, ce texte. Ou alors, certaines militantes ont sciemment et délibérément feint une forme d'indignation. C'est un complot contre Pablo. Après,
En vrai, il y a dans les cercles militants des gens qui font vraiment de la pureté militante, et même dans leur propre cercle, en fait, ils sont en train de casser les couilles à ceux qui sont pas aussi, soit aussi informés, soit aussi avertis, soit aussi impliqués en fait dans les causes. Et oui, des fois, ça arrive qu'il y ait des gens qui soient complètement casse-couilles sur certains trucs. Ça, c'est pas exclu. Décidé de le saboter, de le censurer, en me prêtant des intentions qui n'étaient absolument pas les miennes. Donc c'était très très loin. Vous avez été exclu des associations de Sciences Po, vous avez été exclu des clubs sportifs. Bah, il a pas de voile pourtant. C'est bizarre, hein. Dans lesquels vous étiez engagé, supprimé des groupes WhatsApp, interdit d'accès à des événements étudiants. Non mais attends. Tu vas me faire croire que parce que t'as écrit un texte de merde avec la femme et la nature là, que t'as été exclu de tout ça là, non, j'y crois pas du tout. Non. Moi je pense que t'as des casseroles au cul et que ça c'est juste le prétexte. C'est juste le prétexte pour te couvrir, mais je pense qu'il y a d'autres accusations dans l'air. Oh là là, oui, je colle ça. Alors effectivement, la réaction a été immédiate et d'une brutalité épouvantable. Le premier... C'est moche, hein. C'est turbo moche, hein. C'est quoi ça? C'est des fouines qui tiennent un livre, des loups, un loup et un lion. Je sais pas, c'est turbo moche, c'est moche. La première étape, ça a été mon annihilation sociale. Donc les militants... Moi, les termes terreur militante, annihilation sociale, c'est les mecs qui sont ultra tièdes quand il faut parler des massacres en Palestine. Ils sont là, non, mais génocide, vous comprenez, blablabla. Et ils sont là, oh, c'est l'annihilation, c'est la misère, c'est la terreur. Oh, mais putain, calmez-vous. Les militants se sont empressés d'aller voir mes amis, de contacter mes proches, même de contacter ma petite amie pour la convaincre de rompre notre relation. Et quand cette dernière a refusé, eh bien, la sentence a été irrévocable, si je puis dire. Elle a été, comme moi, cancellée. Bon, alors par contre, si... alors, je suis certain que c'est pas à cause de son texte, hein, c'est sûr qu'il a fait de la merde, il a dû, je sais pas, mettre des mains au cul, faire du harcèlement, envoyer des vieux messages dégueulasses, mais par contre, s'en prendre à sa meuf, qui va peut-être le défendre, ou qui est pas au courant, ou qui va refuser d'y croire, ou je sais pas quoi, ça par contre, c'est complètement débile. C'est débile d'aller s'en prendre à la meuf du gars, on est d'accord. Ciblés par un harcèlement, une persécution ignoble. Et ils ont été jusqu'à, ces militantes du pôle violet, jusqu'à appeler le propriétaire de ma petite amie pour affirmer qu'elle laisserait entrer dans l'immeuble un agresseur, ce type de choses. Ah, ça se précise, hein. On parle plus d'un texte pourri, on parle d'agression. Ouais, je te dis, attends. Alors, ce qui paraît complètement fou, c'est que, déjà, on vous accuse anonymement de choses que vous n'avez finalement jamais commises. On vous accuse un peu plus loin, à une soirée, d'avoir mis des mains aux fesses, ce que aucun témoignage devient concrètement corroboré. Et c'est même au-delà de ça, certains témoins, donc ma petite amie qui était avec moi et mon ami qui était présent avec moi de la première minute jusqu'à la dernière minute de la soirée. Oui, il y a à aucun moment il y a la possibilité qu'il y en ait un qui soit parti pisser, il y en a un qui soit parti au bar, fixé sur ta main comme ça tout le long, les deux à fond. Il n'y a pas un moment où tu as pu glisser une main au cul sans que les deux s'en aperçoivent. Impossible, c'est pas possible ça. Sont évidemment les témoins oculaires clés, sont allés voir les associations pour leur dire... Et ils n'ont rien oculé du tout, quoi. Oh, c'est triste, hein. Ce que vous avez vécu, Pablo, concrètement, enfin, faut le dire, c'est du harcèlement. En tout cas, ce que vous décrivez dans votre livre, c'est du harcèlement. Sauf que, derrière, ça a pris un tournant institutionnel parce que vous avez été convoqué à une cellule d'enquête, donc avec les bénédictions des autorités de Sciences Po. Bah, ça me paraît logique, hein. Si t'es accusé de harcèlement, qu'il y ait une enquête, en fait, ça me paraît logique. En fait, j'ai vraiment l'impression, le gars, d'habitude, il fait des dingueries, il s'en bat les couilles et tout, et on lui dit jamais rien, et là, du coup, là, il fait ce qu'il veut. Et puis là, là, on lui répond, et du coup, il y a une enquête qui s'ouvre, et il est là, mais pas possible. Le gars est pas habitué, en fait, c'est juste ça, le gars est pas habitué. Exactement, c'est la manière, que je le décris dans le livre, la manière dont ce néo-féminisme, dans le cadre de l'affaire Vichra... Et tu décris le néo-féminisme dans ton livre, parce que en fait, j'entends beaucoup de retardés parler de néo-féminisme, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est. Hein, parce que dans le féminisme, en fait, il y a plein de courants, il y a plein de textes, il y a plein d'auteurs et d'autrices différentes, et du coup, de quoi tu parles, en fait? C'est quoi le néo-féminisme? On ne sait pas. On ne saura jamais, je pense.
s'est propagé à l'institution qui, sous la pression des militants, ont créé cette cellule d'enquête interne préalable qui est constituée exclusivement de femmes. Oui. Oui, c'est marrant, hein, les femmes qui sont exclusivement, quasiment victimes d'agressions sexuelles, se retrouvent à exclusivement militer et à créer des associations pour défendre les autres femmes des agressions. Moi, jusque-là, ça me paraît tout à fait logique. Qui, pour la plupart, ont un passé en plus de militantes féministes. Ouais, donc qui, pour la plupart, ont dû subir des trucs pas cool, ok. Je traduis pour les débiles, hein, mais... Et qui s'applique à elle-même un logiciel néo-féministe, c'est-à-dire la présomption de culpabilité. Attends. Le logiciel néo-féministe, c'est la présomption de culpabilité. Non, c'est la parole des victimes. Après, oui, il y a ce phénomène de tribunal populaire avec le harcèlement sur les réseaux et tout, mais c'est pas que dans le féminisme, c'est partout en fait. C'est dès qu'il y a quelqu'un qui a une rumeur sur quelqu'un, t'as la moitié des personnes qui vont lui cracher dessus parce que voilà, en plus même peu importe ce que c'est, vraiment peu importe ce que c'est. C'est le problème du tribunal populaire, c'est le problème du harcèlement en ligne, du cyberharcèlement. Oui, c'est pas propre au féminisme. L'instruction essentiellement à charge et jamais à décharge, et tout cela se fait en dehors de tout cadre réglementaire, de tout cadre juridique ou administratif. Oui, et vous êtes retrouvé. Mais peut-être parce qu'en fait les plaintes elles sont pas considérées dans le cadre judiciaire et administratif, et qu'en fait très peu de femmes qui portent plainte parce que ça sert à rien, que quand elles portent plainte ça sert à rien, c'est classé sans suite, ou alors même elles se font incriminer, t'as même des flics qui leur disent ouais vous avez un petit peu cherché quand même, ou qui les croient pas, et que le très peu de fois où c'est pris en compte et où ça va en procédure, c'est extrêmement violent. Voilà, je laisse ça là. Et encore une fois, ça n'empêche pas que oui, il y a des fois où tu peux être accusé à tort, et je parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai été une fois accusé à tort de violence sur une femme enceinte en plus apparemment, et d'avoir cassé les lunettes de son cousin, son père ou je sais pas quoi qui serait venu s'en mêler. Alors je vous raconte la petite histoire. En plus à l'époque, alors j'étais dans mon prime donc j'étais solide et j'avais pas de cheveux donc je ressemblais vraiment à un putain d'énorme néo-nazi. Et je me suis retrouvé convoqué au commissariat. En plus il y avait une femme, c'était une femme policière qui était un petit peu, elle avait pas l'air de rigoler, tu vois. Et moi j'étais dans un état où moi je rigolais un petit peu en fait parce que déjà je comprenais pas, je trouvais ça absurde et comme je savais que j'avais rien fait, j'étais vraiment dans un état où vraiment en fait les accusations me faisaient un petit peu rire parce que j'imaginais la scène et ça me faisait un petit peu rire et en fait alors qu'en fait c'est pas drôle et en fait ce qui s'est passé, j'ai compris plus tard que c'est parce qu'à un moment donné j'étais avec ma compagne et en fait sa voiture était en panne, donc elle était en panne en bas de chez nous dans la rue, une rue qui était très très peu fréquentée par ailleurs, et du coup moi j'étais avancé avec ma voiture, pince croco, voilà, redémarrage tu connais, et il y avait deux meufs qui sont arrivées en voiture, deux énormes wesh insupportables, des racailles de la rue là, et qui sont commencé à klaxonner, à nous insulter et tout, et moi je leur ai dit poliment, je vous jure que j'étais poli, de faire le tour parce que ça allait prendre un petit peu de temps, et en fait les meufs sont descendues. Et elles ont commencé à m'agresser, en mode « Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que t'as des muscles? Tu crois que tu nous fais peur et tout, je sais pas quoi, machin. » Et j'étais là, je fais « non, juste, si tu veux passer, en fait, fais le tour, ça ira plus vite, parce que là, il y en a pour un petit moment, tu vois. Là, si tu veux, la voiture, elle est en panne, en fait. Faut réfléchir, tu vois. » Et donc, les meufs sont remontées dans la voiture, elles ont attendu. Moi, j'ai enlevé les câbles et tout, je suis reparti. Et en fait, pendant que je faisais le tour pour aller me regarder derrière, elles sont sorties de la voiture et elles ont agressé ma compagne de l'époque, elles sont allées fracasser sa vitre et tout, elle s'est enfermée dans sa voiture, et elles ont essayé de l'en sortir et de l'insulter et tout, de taper sur la voiture. Et en fait, pour me faire chier, apparemment, elles ont porté plainte en m'accusant d'avoir poussé, tapé, je sais pas quoi, une femme enceinte, d'avoir cassé les lunettes de je sais pas qui, et comme quoi j'aurais fui quand les grands frères seraient arrivés et qu'ils m'auraient poursuivi dans mon immeuble et que je me serais réfugié derrière ma porte et tout, je sais pas quoi. Et en fait, les accusations ne tenaient pas la route, et en plus, c'était même pas le bon étage dans leur déposition, c'était pas l'étage où j'habitais. Bref, ça a été classé sans suite. Mais dans l'immense majorité des cas, en fait, c'est aussi classé sans suite, alors que les accusations sont réelles, parce que c'est compliqué d'avoir des preuves d'agression sexuelle, etc. Bref, c'est un problème qui est un peu complexe. Donc oui, il y a des cas où effectivement c'est injustifié, mais il faut bien se rendre compte que dans la majorité des cas, dans 99% des cas, même s'il y a enquête et que ça trouve rien,
Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'agression en fait, c'est juste de dire que le système judiciaire il est mal foutu et qu'il n'y a pas assez de moyens et qu'en plus les flics ils sont pas très ils sont pas très à cheval là-dessus quoi. On le voit souvent quand il y a des féminicides et on apprend en fait la femme elle avait porté plainte 2, 3, 4, 5, 6 fois et en fait personne n'avait rien fait jusqu'à ce qu'il y ait un drame quoi. Vous pouvez convoquer concrètement à un entretien en visio, forcément sans l'aide d'un avocat, et on vous a confronté pendant, je pense, 2 heures à toute une série de témoignages anonymes, c'est ça ? Ouais, misquine, en visio quoi. Moi j'étais pas en visio moi. J'étais pas en visio et j'étais pas en train de pleurer. Voilà, c'était complètement kafkaïen. Je me suis retrouvé... Mais gros, c'est pas kafkaïen. C'est-à-dire que t'es accusé d'agression, il y a une cellule d'enquête qui est ouverte, et du coup, on te confronte à des témoignages, en fait. Il n'y a rien de kafkaïen là-dedans. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Effectivement, face à ces 2 femmes qui étaient d'une véhémence incroyable, qui se moquaient de moi, qui ricanaient, qui cherchaient à me déstabiliser par tous les moyens. T'as des accusations qui, pour la plupart, sont anonymes, qui émergent de sites, de plateformes en ligne de délation. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que... Après, ça, encore une fois, c'est possible qu'il y ait un effet de meute... Il y a le problème des réseaux, quoi. C'est le problème des réseaux, ça. Il y a un effet de meute et des fois, il y a des gens qui vont faire des faux témoignages. Effectivement, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Après, le truc, c'est que, en général, quand même, quand il y a des témoignages contre toi, surtout dans ce contexte-là et surtout quand tu te fais interdire de pratiquer des sports, machin, quand on te dit que t'as mis des mains au cul ou je sais pas quoi, ouais, bon, voilà, quoi. Alors justement, parlons-en. Alors je précise que finalement vous avez eu une sanction temporaire suite à cette procédure kafkaïenne. Vous avez été... Pourquoi il reprend le terme ? Mais arrêtez de vouloir faire les mecs intelligents en fait, c'est n'importe quoi, c'est en train de me saouler. exclu temporairement de Sciences Po. À propos de l'administration de Sciences Po, vous parlez dans votre livre de complicité coupable. Pour quelle raison ? Alors c'est une complicité coupable qui a émergé lors de l'affaire Vichra, que je raconte dans mon premier chapitre. Alors l'affaire Vichra... c'est l'ancien directeur de Sciences Po qui a été condamné, je crois qu'il est en prison là, pour violence conjugale du coup, et du coup qui a démissionné. Et qui en fait donc, a l'ancien créé directeur de Sciences Po, l'ancien directeur de Sciences Po qui a subi une campagne de dénigrement, une campagne de haine tout à fait abjecte, qui a conduit finalement à sa démission, alors même qu'aucune plainte n'avait alors été déposée contre lui, et alors même qu'il s'est avéré finalement que c'est lui qui était battu, que c'est sa femme qui lui imposait une terreur. Mathias Vichra et Anissa Bonnefond, 6 mois de prison avec sursis requis pour violence conjugale contre l'ancien directeur de Sciences Po et son ancienne compagne. Relation toxique. Pendant de longues heures, les deux prévenus ont détaillé tour à tour un quotidien de couple ponctué de disputes quasi quotidiennes qui pouvaient durer jusqu'à 12 heures. Un avortement qui les a beaucoup abîmés, les tromperies supposées de Monsieur Vichra avec une femme mariée, les séjours en service de psychiatrie et les accusations de viol classées sans suite. C'est chaud, hein, en vrai. En plus, les séjours en service de psychiatrie, vraiment, ça c'est le vieux truc misogyne de quand ta femme pète un câble, tu l'accuses d'hystérie et tu l'envoies en psychiatrie, quoi, pour la calmer. C'est le temps qu'elle se calme, parce qu'elle devient hystérique, là, elle me casse les couilles. C'est en juillet 2023, au cours d'une énième dispute, que Mathias Vichra est accusé d'avoir étranglé sa conjointe. Quelques mois plus tard, le 30 septembre, il lui aurait cette fois-ci fracturé le poignet en tentant de saisir le téléphone qu'elle tenait, lui infligeant une incapacité totale de 50 jours. Il était de 50 jours. À Anissa Bonnefond, il lui reprochait des gifles, des coups de pied, mais également des coups de poing qui auraient conduit à une ITT psychologique de 30 jours pour Vichra. Déjà, dans un cas, t'as 30 jours d'ITT psychologique, dans un autre cas, t'as 50 jours d'ITT avec des dégâts physiques. Faut bien comprendre qu'au sein d'un couple, les rapports de force, ils sont pas symétriques. Hein. Déjà, un homme, généralement, est physiquement plus fort que sa femme. Donc déjà, à partir de là, quand tu sais que tu peux casser la gueule de ta meuf s'il y a un problème, je suis désolé, mais déjà, il y a un rapport de domination. En plus, le gars, il est directeur de Sciences Po, donc il a un statut social, il a des thunes et tout. C'est pas le même, ils ont pas le même statut. Les rapports de force ne sont pas les mêmes, faut bien comprendre ça, quoi. À la barre, l'énarque de 46 ans a maintenu sa version des faits, contestant formellement toutes les accusations de violence. Ça va être compliqué, hein, dont il faisait l'objet. Il a affirmé avoir pris conscience très tôt d'être enfermé dans une relation toxique. Alors, lorsqu'il intervenait, c'était pour la calmer. Je vivais sous une pression permanente. Oui, pour la calmer, on l'envoie en hôpital psychiatrique. La meuf, elle a eu un avortement. Il y a eu des plaintes pour viol classées sans suite. Et elle se fait envoyer en hôpital psychiatrique. Je suis désolé, les gars. On n'est pas dans un rapport serein, là. On est dans un espèce de rapport d'emprise. Alors, peut-être, oui, il y a de la toxicité de deux côtés, mais enfin arrêtez de tout mettre sur un pied d'égalité, en fait. Anissa Bonnefond a reconnu des gifles, mais ni avoir donné des coups de poing et pieds. Je l'ai repoussé certainement avec les mains. Elle a aussi reconnu avoir été à l'origine des premières violences physiques, on précise, parce qu'avant les violences physiques, il y a la violence psychologique.
Au sein de cette relation, la femme de 40 ans a décrit une sensation de vampirisation, un manque d'estime de la part de son ancien conjoint qui la dévalorisait. Lors de l'audience, le tribunal a donné lecture de plusieurs SMS issus de leur échange. Ton poignet, c'est un accident. Si tu vas porter plainte, tu vas me bousiller. Je t'aime Anissa, mal, mais je t'aime, lui écrivait Mathias Vichra. Je suis désolé, les coups que je te porte, lui avait-elle dit. Bref, on est quand même très 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 loin de ce qu'il raconte l'autre. En fait, lui, il avait rien fait. Et elle était méchante et c'est elle qui le harcelait. Voilà. Donc, je sais pas, faut arrêter les conneries. Et je m'y connais en relation toxique. Hein. Il faut savoir que je suis moi-même quelqu'un d'extrêmement toxique. Hein. Et j'ai eu des compagnes extrêmement toxiques aussi. Bref, la toxicité, on connaît. Mais vous semblez dire quelque part que... Alors, vous expliquez qu'il y a une chasse aux sorcières après Mathieu Vichra, qui d'ailleurs vous fait penser à ce que vous avez vécu... Non, mais d'accord. Donc tu compares ta situation avec un mec qui est accusé d'avoir pété le poignet de sa femme, de l'avoir étranglé, de l'avoir fait interner. Ok, non, mais je note. Alors Pablo, ce qui vous est arrivé, ce qui est arrivé à Mathieu Vichra, bon, deux choses dites très très différentes, on est d'accord. On précise quand même, deux choses différentes, on est d'accord. Mais ce qui vous est arrivé à vous, donc subir concrètement un harcèlement, subir une procédure qui n'était absolument pas juste, qui aboutit finalement à une exclusion temporaire, et on pourrait se dire que tout ça, ça ne concerne que vous, que c'est un peu un cas isolé, sauf qu'à la fin de votre livre, vous ajoutez d'autres témoignages. Tu veux dire qu'il y a d'autres personnes qui sont accusées d'agression sexuelle et qui disent « Mais non, j'ai rien fait, laisse-moi tranquille ». C'est fou. ça n'arrive jamais. Surtout dans des environnements comme Sciences Po, surtout dans les facs de médecine. Voilà, non, ça n'arrive jamais. Je ne comprends pas. Des témoignages qui sont anonymes d'ailleurs, je le précise. Attends, tu te fous de ma gueule. Au début de la vidéo, il était là, oui, on témoigne contre moi, mais c'est des témoignages anonymes. Et là, dans ton bouquin, c'est des témoignages anonymes. Tu te fous de ma gueule, Pablo, c'est pas possible. Vous avez Timothée, donc un faux nom, qui vous dit « Prends Kafka, c'est ma vie ». Vous prenez Vadim. Mais ils ont quoi avec Kafka, en fait ? Expliquez-moi le délire. Qui vous dit qu'il a été harcelé, frappé, menacé de mort. Alors oui, le cas de Vadim est particulier, parce que c'est la preuve, au fond, par l'exemple, que des femmes peuvent se montrer violentes, peuvent faire preuve de violence à l'égard de leur... Ah bon ? Ah, les femmes peuvent être violentes ? Mais ah bon ? Mais je croyais que les femmes, c'était les êtres humains, en fait, et que les êtres humains, ils pouvaient être violents. Oui, les hommes, les femmes, les humains sont violents, la société est violente, hein, on vit dans une saucisse, oui. Personne au monde n'a jamais dit les femmes ne peuvent pas être violentes. Je rappelle que les suffragettes, elles ont posé des bombes, enfin, je sais pas, mais qu'est-ce que c'est que ce plateau ? Qu'est-ce que c'est que ces gens ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Pourquoi ils ont du temps d'antenne ? Conjoint. C'est ce qui est arrivé à cet étudiant. Et quand il a appelé à l'aide l'administration et l'institution, eh bien... C'est une ombre ? Ouais, c'est une ombre. Je sais pas, je vois plus que ça me stresse. Ok. Il s'est retrouvé totalement ignoré, méprisé, parce qu'une violence conjugale féminine fait bugger finalement le logiciel néo-féministe. Non mais, frère, attends, putain, mais qu'est-ce qu'il raconte ? L'ex-directeur de Sciences Po, Mathias Vichras, a été condamné à 5 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel. Son ancienne compagne, elle, qui était condamnée à 8 mois de prison avec sursis. Les deux, ils ont été condamnés à faire de la prison avec sursis. Les deux, ils ont été reconnus coupables, violents, je sais pas quoi. De quoi tu parles, en fait ? De quoi tu parles ? Ça fait bugger aucun logiciel. Ça fait bugger le tien, parce qu'en fait, t'es dans une putain de caricature de merde. T'es un homme de paille, hein, en zététique. On se rappelle, on fait de la zététique. Ceci est un homme de paille. Les femmes sont des créatures qui ne peuvent pas être violentes. Voilà, personne n'a jamais dit ça, ever. Une femme est nécessairement la victime, et l'homme est nécessairement le coupable. Donc... Non, toujours pas. Par contre, statistiquement, dans les chiffres, dans les faits, oui, il y a, je sais plus, entre 120 et 150 femmes par an en France qui meurent sous les coups de leur mari, et la plupart des plaintes ne sont pas prises en compte, la plupart des violences sexuelles ne sont pas prises en compte, le harcèlement n'est pas pris en compte, et la parole des victimes, tout le monde s'en fout, et il faut qu'il y en ait plein qui viennent témoigner pour que ça ait une répercussion, et encore, les 3 quarts s'en foutent. On voit bien ce qui se passe avec Arthur, avec Yann Moix, avec Depardieu. Non, en fait, qu'est-ce qu'il raconte, putain. Et je précise, mais vous le dites dans votre livre que par ailleurs vous êtes effectivement engagé politiquement, vous êtes adhérent de Renaissance. Ah bah tiens, un macroniste. Oh non, un macroniste à Sciences Po. Oh, c'est pas possible. Je tombe des nues.
du Parti Renaissance. C'est peut-être mon péché originel en réalité, mes opinions politiques qui effectivement ont fait émerger une certaine haine de la part de beaucoup de militants Ah oui, ça doit être ça, oui, c'est parce que tu votes Macron. C'est parce que tu votes Macron. Moi, je pense que 90% des parents des élèves de Sciences Po votent Macron. Hein, donc vraiment... Sciences Po, oui. Quels sont les retours que vous avez eus sur ce livre depuis votre publication? Parce que, je le précise, vous êtes toujours aujourd'hui étudiant en Sciences Po. Est-ce qu'en prenant ainsi la parole, en dénonçant ce que vous avez vécu, ce que vous et d'autres ont vécu, est-ce que vous ne craignez pas que ça amplifie le phénomène de violence à votre encontre? Alors, d'une certaine manière, c'est une forme de sacrifice que je fais. Le gars, c'est un révolutionnaire, il se sacrifie. Ah, je me sacrifie pour vous, voilà, j'écris un livre, je passe sur le Figaro, je me sacrifie, voilà, pour tous ceux qui se font accuser faussement, pour tous ceux qui mettent des mots au cul, qui n'ont pas envie de se faire emmerder, je me sacrifie pour vous, voilà. J'avais pas prévu de publier ce livre au départ quand je l'ai écrit. Je l'ai écrit pour des raisons personnelles, parce que ça me faisait du bien d'écrire. C'était presque thérapeutique. C'est très bien ça, c'est très bien d'écrire pour des raisons thérapeutiques. Par contre, garde-le pour toi en fait. Pense au lecteur, protège-nous. On n'en veut pas en fait. Donc c'est né d'une nécessité. Et quand j'ai vu l'ampleur du phénomène, quand j'ai vu la détresse psychologique des étudiants persécutés et qui... Ouais, lui, il a choisi son combat. Il voit la détresse psychologique des 0,01% des étudiants qui sont persécutés, qui se font accuser d'avoir harcelé. Et peut-être que dans cette partie-là, il y en a une où c'est pas vrai. Par contre, la violence, des agressions sexuelles évidentes qui se passent à Sciences Po, au point que les gens ils viennent taguer des trucs sur les murs, au point qu'il y ait des milices féministes qui viennent surveiller des trucs, qu'il y ait des cellules d'enquête et tout. Ça, par contre, vas-y, ça on s'en bat les couilles. Hein. La racine du problème, vraiment, on s'en fout. Hein. Juste, par contre, moi, ce qui me concerne, moi, là, ça m'intéresse. Hein. Vraiment. Subissais cet acharnement. J'ai considéré que c'était mon devoir, que c'était une forme d'utilité publique que de dénoncer ces dérives. Ouais, je pense que là, tu as aidé dans la lutte contre les violences faites aux femmes et contre les violences faites aux hommes, et dans une compréhension des rapports, de la toxicité. Je pense que là, on en sort tous grandis. Hein. Merci de ton intervention, Pablo. Quoi. Conscience des risques que cela va faire peser sur moi, sur ma famille et sur mes proches. Sur votre carrière, concrètement? Et peut-être même sur ma carrière. Mais putain, mais gros, t'es en train de passer... sur un plateau télé, sur Le Figaro, t'as écrit un bouquin, mais t'inquiète pas, tu vas la récupérer, la boîte de papa, y a pas de souci, hein, tu vas la récupérer, tout va bien se passer, hein, bien se passer, ne t'inquiète pas, comme qui dirait. Mais je suis convaincu que la nouvelle direction de Sciences Po, Louis Vassy, a pris la mesure du problème. Je sais qu'il a lu le manuscrit, qu'il en est absolument indigné et que des choses vont changer. Moi, j'ai fait un certain nombre de mesures qui seront envoyées au ministre de l'Enseignement supérieur. Le gars, il écrit au ministre de l'Enseignement supérieur, il est là, ouais, je me sacrifie, j'ai peur pour ma carrière, je me fais harceler, je me fais cancel, mais je suis toujours étudiant en Sciences Po, donc en fait, ça va. Et donc à Louis Vassy, qui vont de la création d'une cellule indépendante d'enquête sur le harcèlement et l'ostracisme. Parce que... Attends, il a fait une contre-cellule d'enquête. Ça veut dire que tu as une cellule d'enquête pour vérifier les plaintes et les agressions sexuelles. L'autre, il fait une contre-cellule d'enquête, il fait oui, mais tranquille. Tranquille les filles. Hein. Faut pas que ça touche trop les copains, quoi. Bon. Actuellement, les étudiants harcelés, persécutés, n'ont personne. Encore une fois, je répète, parce que je sais que je vais avoir des mecs chiants en commentaire qui est « Ouais, moi une fois, on m'a accusé alors que j'ai rien fait, et c'est vrai, et en plus, même que Norman, pareil, on le lâche à la vindicte populaire, c'est le tribunal populaire. » Oui, je rappelle, ça touche tout le monde, le tribunal populaire, oui, effectivement, enfin... Bon, j'ai eu un petit problème de son, alors je vais faire une petite mise au point rapidement. Donc encore une fois, oui, il y a des fausses accusations, ça arrive, et c'est extrêmement grave, parce que ça peut flinguer des vies, ça flingue des carrières, ça flingue des vies. Mais il ne faut pas que ça serve de prétexte pour invisibiliser les autres combats en fait. Et là, le fait de tirer à soi la couverture, non seulement ça fait qu'on ne parle plus des violences manifestes qu'il y a dans ces établissements, mais en plus de ça, ça peut servir de prétexte pour justement dédouaner en fait tous les agresseurs sexuels qui sont déjà pas condamnés parce que en fait les victimes ne sont déjà pas crues à la base. Et ce genre mettre en avant ce genre de personnes, ce genre de trucs sur un plateau comme ça, organisé bien comme ça. Ça participe à cette logique de banalisation du harcèlement et de refus de prendre en compte les paroles de la victime. Et qu'est-ce que vous avez eu comme retour depuis la publication de votre livre? Rien, personne l'a lu, c'est de la merde. Non, je rigole, ça se trouve c'est très très bien. Étonnamment, les retours sont très positifs.
parce que je pense que la majorité, même si... C'est assez inattendu. Hein. C'est assez inattendu, Reconnaissez-le. Non, c'est complètement attendu. C'est-à-dire qu'en fait, les seuls retours que tu as, c'est dans ta sphère de merde, là, avec tes potes, tes petits bourgeois, là, c'est les mecs du Figaro, c'est les mecs du Point. Non, je pense que c'est tout à fait logique. Mais les retours sont positifs parce que la majorité qui suit en silence ou qui tolère sans... Tu sais quoi, regarde, on va regarder. Alors, 5 étoiles. 5 étoiles, après, il n'y a que 4 avis. Hein. Il y a Danny-Jacques Mercier qui nous dit « Un livre à lire en priorité ». Alors non, il y a plein d'autres livres bien mieux à lire en priorité, vraiment. Pour prendre la mesure des faits innommables qui se sont récemment déroulés à Sciences Po, il met en lumière comment certains groupes d'étudiants imposent leurs lois avec la complaisance de l'administration, livrant ainsi de nombreux élèves à la vindicte et à l'exclusion. Comment une telle dérive est-elle possible ? Comment peut-on détruire des vies à coups de harcèlement et d'interdiction de paraître ? Merci à Pablo Ladame pour ce témoignage précis et courageux, qui éclaire avec acuité les formes contemporaines de coercition à l'œuvre dans l'enseignement supérieur public. Ah, il est chaud. À lire, un témoignage indispensable, de surcroît écrit dans un français limpide. Des faits, du vécu, de l'analyse et de l'émotion dans ces témoignages étonnants, on referme ce livre combattant un peu sonné. Putain. On va voir qu'est-ce qu'il a fait d'autre, lui. Qu'est-ce qu'il a commenté d'autre, qu'est-ce qu'il a lu d'autre. Truc sur l'univers, hein. Daniel Lefebvre, pour en finir avec la repentance coloniale. Ok. On le voit très bien, par exemple, aux États-Unis. Cette radicalité crée une forme de rejet de la part de jeunes hommes qui, initialement, ne seraient pas forcément défavorables à l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qui se retrouvent stigmatisés, ciblés. Alors, en fait, oui, quand c'est abstrait, quand t'as rien à faire, tu peux te revendiquer humaniste, progressiste, tu peux dire l'égalité homme-femme. Oui, pourquoi pas, ouais, je suis pas contre. Après, je comprends la take où... Quand t'as affaire à des gens qui sont trop radicaux, et alors que t'es pas foncièrement un ennemi, mais que du coup, comme t'es trop passif, t'es instantanément classé dans une catégorie ennemi, oui, effectivement, c'est pas constructif, et oui, ça peut au contraire te repousser, et je pense que c'est ce qui est arrivé un petit peu avec ma gauche, je pense, il y a quelques années, justement, quand les réseaux ont commencé à se faire occuper par des discours de droite et d'extrême droite, parce que justement, je pense que la gauche a pas du tout su nuancer son discours et arriver avec ses gros sabots et à utiliser des paniques morales aussi, et je pense que ça nous a beaucoup desservi. Mais j'ai l'impression que ça s'est énormément calmé et que maintenant les gens ils ont un discours un petit peu plus construit. Après peut-être que je suis biaisé, mais je pense que les gens ont un discours plus construit, que d'ailleurs le terme woke a évolué et qu'on l'utilise à bien meilleur escient maintenant, par opposition d'ailleurs à son utilisation dans le lexique de l'extrême droite, de la construction de cet épouvantail, mais voilà quoi. Et qui, par un phénomène de rejet, se retrouve à élire un président comme Donald Trump aux États-Unis. Quoi Attends. Président comme Donald Trump aux États-Unis, qui est défavorable à l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qui se retrouve stigmatisé, ciblé, et qui, par un phénomène de rejet, se retrouve à élire un président comme Donald Trump aux États-Unis qui... Oui, d'accord. Oui, donc c'est le féminisme a fait élire Donald Trump. Voilà, c'est l'analyse de Pablo Ladame. Le féminisme a fait élire Trump. Donald Trump est élu grâce au féminisme. Voilà, Au secours. Au secours. Tu veux un truc radical ? Je vais t'en montrer, moi, des trucs radicaux. Regarde, ça va aller très vite. Hein. Regarde. L'Arkansas veut interdire les coupes de cheveux courtes pour les filles jugées non conformes à leur genre. Voilà. Il y a plusieurs États qui ont interdit l'IVG. Il y a un médecin qui a été poursuivi pour avoir prescrit des pilules abortives. Et voilà, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Mais c'est toujours pareil en fait. C'est vraiment... c'est le féminisme qui crée l'antiféminisme et le sexisme. Ça veut dire qu'en fait le féminisme n'a pas émergé à cause du sexisme. En fait il était là mais on le voyait pas, et comme en fait les féministes montrent que regardez il y a du sexisme, regardez entendez-nous, et là du coup ça devient concret, ça concrétise en fait ce phénomène qui était juste sous-jacent, et là d'un coup on le voit, et donc en fait
on accuse le féminisme de créer le féminisme, on accuse l'antiracisme de créer le racisme, parce qu'en fait, à la base, on le voit pas. On l'a normalisé, ce racisme, on l'a intériorisé, et en fait, quand les gens ils viennent ouvrir leur gueule, il faut les écraser, parce que du coup, le dire, c'est le rendre concret, c'est le faire exister, et du coup, qu'est-ce que vous faites en fait? Juste fermez vos gueules, ça allait très bien avant. En tout cas, ça allait très bien pour moi, quoi. Voilà, c'est ça son discours. C'est ça son discours. Vous interrogez sur cette radicalité, et vous dites au fond, il y a aussi un peu un effet de foule qui peut expliquer ça. Exactement, un effet de foule, et j'invoque un auteur... Oh putain, il va nous parler de Gustave Le Bon. Les croquettes de mon chien qui va nous parler de Gustave Le Bon. Un auteur qui est brillant, Gustave Le Bon. Médium, guérisseur, magnétiseur. 33 réincarnations, monsieur. Hein, c'est les archontes. Qui a écrit La psychologie des foules. Et j'explique de manière, presque psychologique, il va nous parler de... Oui, la personnalité des individus se dilue dans la foule, et l'instinct grégaire, et l'effet de secte, et j'ai mon cul sur la commode, alors attends. Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Alors, c'est un bon bouquin, en vrai, après c'est un peu vieux, et ça manque de données empiriques, mais en vrai c'est pas mal. Impulsivité, mobilité et irritabilité des foules. La foule est le jouet de toutes les excitations extérieures et en reflète les incessantes variations. Les impulsions auxquelles elle obéit sont assez impérieuses pour que l'intérêt personnel s'efface. Opportunisme, d'abord cet opportunisme social qui conduit des militants, de jeunes étudiantes tous les matins à enfiler leur costume de militantes enragées, radicales. Ah d'accord, en fait, les militantes enragées, radicales, c'est un costume, c'est de l'apparat, c'est pour être accepté socialement. C'est pas parce qu'elles ont la rage au ventre, c'est pas parce qu'elles ont dû subir des trucs dans leur vie, c'est pas parce qu'elles ont envie de protéger, c'est pas parce qu'elles ont un vrai combat politique à mener. C'est comme ça, c'est une problématique individuelle, c'est juste pour être accepté socialement. Voilà, ça c'est l'analyse de Pablo qui, on le rappelle, il a pris du recul pour écrire son bouquin, il a pris du recul, il a réfléchi à la question. Et puis ensuite, oui, cet effet de foule, cet effet de meute, où au fond, les militants forment une espèce d'entité compacte, une entité harmonieuse, où toute contradiction, toute nuance, toute pondération viendrait abîmer le récit. Oui, c'est le principe de la foule, frère Gustave Le Bon, c'est à quoi que le wokisme cherche à imposer. Et cela crée, oui, c'est ce que explique Gustave Le Bon, crée une âme collective qui regarde dans une seule direction et qui au fond, perd toute notion d'impossibilité, d'interdit, ce qui les mène à effectivement avoir des méthodes de cyberharcèlement et de persécution qui sont tout à fait insupportables. Ouais, alors on rappelle que le cyberharcèlement, c'est partout, que... je sais pas si je sais plus si je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je vais le redire. Au pire, je le couperai au montage. Mais par exemple, il y a eu le cas avec la fille dont la sœur avait été assassinée, et c'était pas un arabe, mais c'était censé être un arabe. L'extrême droite s'était comme ça jeté sur l'affaire pour expliquer que c'était un arabe et pour expliquer que c'était la faute de la fille et de sa sœur si elle avait été assassinée, parce qu'elle était pro-LFI, et donc en fait c'est ça qu'elle voulait pour la France, c'est l'islamisme, c'est la mort, c'est les arabes, c'est le viol, c'est machin, je sais pas quoi, et du coup que c'était bien fait pour elle et que c'était chais, et que le père c'était un fils de pute parce qu'il voulait pas que cette affaire soit récupérée politiquement, parce que le père il était pas con, il savait très bien que l'extrême droite allait se jeter dessus. Bref, du cyberharcèlement, il y en a partout. Voilà, je sais pas ce que tu essayes d'expliquer là, platitude de merde. Il ne restait plus qu'une chose à faire, se replier soi-même et se taire, c'est probablement... Il reste plus qu'une chose à faire, c'est fermer cette vidéo de merde. Allez, moi j'en peux plus. Salut, ciao.